Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Cet épisode est la deuxième partie de l'expérience de Yamboulia. Il y a quelque chose qui fatigue ici, c'est le social. Autant le social est important, autant il fatigue en fait. Il est important parce que tu te dis que tu sais, il y a des gens qui tu ne connais pas, qui te seront d'un appui pendant des événements heureux ou douloureux, sans rien en retour, parce que en fait c'est le tissu qui est comme ça, c'est le tissu qui est entrelacé avec ce qu'on appelle tissu social développé. Et puis ça fatigue aussi parce que il y a cette redevabilité en guillemets où il faut rendre visite, il faut participer à des événements sociaux qui restent un peu le socle en fait j'allais dire de la vie en société en Afrique. Et c'est prenant sur tous les plans d'ailleurs, physiquement et financièrement souvent. mais, mais c'est ça qui fait aussi, c'est ça qui consolide un peu, c'est ça qui fait c'est ça qui fait qu'on se dit on vit en communauté. Voilà. On fait partie d'un tout. Voilà, on fait partie. Oui, mais justement, tu avais parlé au départ de sollicitations multiples. Qu'est-ce que ces sollicitations-là deviennent quand tu reviens? Parce que quand tu es ailleurs, c'est facile de te solliciter, mais quand tu es sur place, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère? Quand tu es sur place, déjà, les sollicitations, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Sollicitations financières, je parle. Oui, quand tu es sur place, donc quand tu es sur place et que l'on sait que tu es là et que tu viens de l'Europe ou d'ailleurs, on se dit que tu as peut-être un arbre à monnaie, donc en fait, tu es cousu d'argent en fait et que tu es revenu et donc les sollicitations sont multiples au début. Les sollicitations existent toujours d'ailleurs, mais finalement, avec le temps, tu sais quoi dire, tu sais quoi faire. Moi, ce qui me gêne un peu souvent dans les sollicitations, c'est que c'est souvent pour du futile en fait. Il y en a qui ont des vraies problématiques, il y en a qui ont vraiment besoin qu'on les aide, et puis il y en a qui te sollicitent pour fêter un anniversaire ou pour je sais pas moi, parce que ils veulent avoir des dépenses de prestige, mais ils n'en ont pas les moyens et que peut-être toi, tu peux les aider. Tu te poses des questions un peu comment on va dire, sur leur démarche déjà. Voilà. Tu te poses beaucoup de questions. Avant, peut-être que tu aurais dit, ah, tiens, viens prendre et puis fais ci. Mais aujourd'hui, tu sais comment tu travailles. En fait, quand j'étais en France avec mes amis, avec tout le monde d'ailleurs, quand on était ensemble, on se disait, l'argent du blanc, on le gagne pas gratuitement, quoi. Il faut bosser pour avoir de l'argent. Et ici, en fait, souvent, il faut bosser, c'est vrai, mais il faut beaucoup commander souvent. Et ça gêne un peu. On est toujours dans cette dynamique de tendre la main, où celui qui a de l'argent ne sait pas quoi faire de son argent, et c'est toi qui sais que tu sais quoi faire de ton argent, et puis c'est assez gênant. Les sollicitations existent toujours, elles existeront toujours. Il faut juste faire le choix et puis se donner une ligne de conduite en te disant que là je peux aider, là je peux pas aider. Et puis sur le long terme, je me suis tropicalisé à fond et ils se rendent compte qu'en fait je n'en ai même pas d'ailleurs. Voilà. Et je suis peut-être même plus endetté que voilà, parce que j'avais foi à mon projet et que j'ai dû mettre en plus des économies et des aides des personnes, parce que il n'y a pas que les économies et la famille, il y a eu des personnes de bonne volonté qui m'ont aidé spontanément parce qu'ils croyaient à mon projet, parce qu'ils étaient aussi contents que je sois rentré et que j'avais envie de mettre en place quelque chose qui répond à leurs aspirations. Donc oui, il y a eu tout ça. Et il y en a qui se rendent compte qu'effectivement, c'était peut-être plus fauché qu'eux. Mais à la limite de celui qui est en Europe, qui est rentré, qui a toujours qui a un niveau de vie, on va dire, ou qui a des besoins, qui a des envies, ou qui fait certaines choses et on se dit qu'il a l'argent et que donc il faut forcément venir demander, spolier. Il y en a, il y a des sollicitations qui sont vraies, sérieuses et légitimes, mais il y en a aussi
c'est du futile, quoi, c'est du superfétatoire, quoi, ils existent toujours, ces sollicitations-là. D'accord. Toi, t'es rentré, t'es sur le terrain. Toi, est-ce que tu as une solution dans la manière de, on va dire, de coopérer ensemble? Non, pour être honnête, j'ai pas de solution, non. Mais je sais qu'il y a une chose qui marche bien, c'est la capacité d'écoute. En fait, il faut briser des barrières, en fait. Il faut briser des barrières. Il faut faire peut-être un peu de compromis pour avoir la capacité de s'écouter, de se dire, ben, en fait, on parle de la même chose. Comment on peut mutualiser les efforts pour aller de l'avant. Le piège de beaucoup de ceux qui viennent, c'est on a peut-être surfait un peu notre volonté de retour. On a tout idéalisé et quand on rentre, en fait, on a une claque. Et de cette claque, en fait, on peut, de deux choses l'une, soit on baisse les bras ou soit, en fait, on se crée une carapace en se disant, ben, ils sont ici, ils sont plombés dans leur façon de voir, la mentalité est tout autre. Et donc, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc, Pétri dans soit le tu te jugement. marginalises. Voilà, on est dans le jugement et ce qui peut amener à se marginaliser. Et pendant que ben, ceux qui sont sur place ont du vécu, ont certaines réalités qu'ils perçoivent plus vite que nous, mais on n'a peut-être pas la capacité d'écoute parce on vient aussi en se disant, on vient d'un pays développé ou on vient d'un pays en tout cas plus avancé économiquement que le nôtre. Donc finalement, tout ce qu'on a comme capacité, tout ce qu'on apporte en fait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire sur place. En fait, non. Culturellement parlant, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Ça c'est un. Et en plus, culturellement parlant, il faut avoir la capacité d'écouter. Il faut pas rentrer dans l'erreur de se dire, moi je viens pour vous apporter quelque chose et suivez-moi et faites ce que j'ai envie de dire parce que c'est comme ça se fait en Europe. Pendant que sur place, il y a des réalités qui ne sont pas les mêmes et puis il peut y avoir des blocages qui peuvent être, on va dire, socio-anthropologiques de façon générale. Donc le piège, c'est souvent de ne pas avoir la capacité de s'écouter et de faire des compromis, de se dire que ben, celui qui est en face de toi n'est pas moins intelligent ou se dire ben, celui qui est en face de moi aussi peut m'apporter quelque chose. Et c'est vrai qu'ils apportent quelque chose. Ils apportent beaucoup de choses. En tout cas, ceux qui reviennent de l'Europe, hein, ils sont souvent dans leur conception, dans leur vision de certaines choses. Et puis après, ben, souvent, oui, ils se cassent le nez. Ouais, c'est vrai. Ils se cassent le nez. Peut-être que moi aussi, je me suis cassé le nez dans certaines choses. J'ai tellement d'anecdotes là-dessus, mais j'ai pas de solution, mais je me dis que ce qui marche vraiment, et en toute chose d'ailleurs, c'est avoir la capacité d'écoute et de se dire que l'on peut mutualiser un peu les points de vue pour pouvoir apporter quelque chose de mieux. Tu tiens aujourd'hui une école, on va dire c'est familial, de plus de 600 enfants. C'est une école primaire, c'est ça? C'est ce qu'on appelle un groupe scolaire. D'accord. C'est quoi un groupe scolaire? C'est de la maternelle à la terminale, quoi. Donc, l'enseignement général. Donc, Est-ce que ces enfants-là, tu les inspires? Est-ce que ton parcours les inspire? Est-ce qu'ils te connaissent même déjà? euh, ben, c'est très difficile à répondre. Non, en fait, il y a une administration qui gère l'établissement au quotidien et mon rôle en tant que directeur et administrateur désigné par la famille, c'est de voir si ben, tout marche et que si on peut améliorer certaines choses parce qu'il y a des sollicitations aussi à ce niveau. Donc travailler à ce que ce soit une école d'excellence et avoir une vision qui puisse impacter l'éducation des enfants. Voilà. Mais ça ne se fait pas en marge en fait du programme normal. Hein. Au niveau du secondaire, j'ai eu des activités où j'ai pu animer certaines activités dans les classes et autres. Je veux dire, je ne m'attarde pas trop sur mon parcours parce que ça peut souvent être prétentieux. Pour ceux qui marquent de l'intérêt, effectivement, il y en a des élèves qui marquent de l'intérêt à savoir quel est votre parcours, comment vous avez pu faire ci, comment vous avez pu faire ça. Oui, à ces personnes-là, oui, je le fais.
je le dis, je les écoute, j'essaie de les accompagner dans leur choix, j'essaie d'apporter quelque chose. Est-ce qu'ils ont envie d'être comme moi? Je ne sais pas, parce que je ne crois pas que je suis peut-être l'excellence ou la personne à idéaliser, en tout cas quand on est encore au lycée. Mais je crois qu'il y en a qui aimeraient peut-être être médecins ou chirurgiens dentistes, et que ils ont des aptitudes et qu'ils sont sur cette voie et qu'ils marquent de l'intérêt, moi je n'hésiterai pas en tout cas à les accompagner du peu que je peux. Mais je ne j'ai pas eu ce sentiment que je suis idéalisé par les élèves. Et en même temps, c'est peut-être pas mon rôle aussi de venir faire un parcours élogieux sur un début d'exercice ou un début d'activité. Donc ouais, je le pense comme ça, je le prends comme ça avec humilité et humblement, en me disant que sans forcément connaître mon CV ou mon parcours, on peut accompagner des jeunes à être leaders ou de bons managers ou de bons leaders ou d'excellents élèves à leur discipline respective qu'ils auront choisi. Je parle pas d'idéalisation parce que je pense que ce terme peut être très dangereux d'ailleurs. Je parle d'inspiration, de se dire que euh, de se dire que le travail finalement ça peut payer. Quand on entend ne serait-ce qu'en nombre de déjà en titre, entendre docteur, je suis désolée, ça touche. Entendre maître pour ceux qui font dans tout ce qui est juridique et tout, c'est quelque chose qui en jette aussi. C'est pour ça que nos parents, c'est des domaines qu'ils aiment aussi, parce qu'il y a un certain prestige social derrière. Mais je parle plutôt d'inspirer, aller à l'école, d'inspirer par le parcours, parce que finalement, les premiers jeux qu'on fait quand on est enfant, c'est les jeux de maîtresse d'école. Parce que c'est la personne qui nous inspire, c'est la personne qu'on voit. Mais ok. Non, je comprends très bien la question. Non, je comprends très bien la question. Je dis juste que j'ai pas encore eu de retour là-dessus, mais certainement que ça peut inspirer, ça peut donner envie. Moi, personnellement, le fondateur de l'établissement, qui est mon père, en fait, pour moi, oui, il avait une vision pour son établissement que nous avons eu à partager à maintes reprises parce que nous étions très liés, on faisait la marche ensemble. Enfin, il a été victime d'un AVC à un moment donné, et à chaque fois que je venais, on avait le matin, nous partions marcher ensemble, et il me parlait de ce qu'il attendait, de sa vision de l'école et autres. Il a été un bon éducateur pour avoir été enseignant avant, et quand il a pris sa retraite, créé son établissement. Il avait une certaine notoriété, il avait l'aura dans son domaine parce qu'il le connaissait, et donc ça donnait un peu de bagou en fait à l'établissement en termes de notoriété, en termes de oui, mais c'est telle personne qui a créé cet établissement. Et derrière, donc quand tu reprends une structure comme ça, ben t'es obligé de faire mieux, t'es obligé de faire un peu plus que là. C'est pas mon corps de métier, et que ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé il y a 2 ans. Oui, donc moi je me suis inspiré de lui. Maintenant, est-ce que les élèves s'inspirent de moi, mon parcours? Tu passes pas dans toutes les classes pour dire faites comme moi, ou en tout cas je suis comme ça, j'ai fait ci. Oui, il arrive de passer dans les classes et puis donner quelques coups de motivation aux élèves en se disant que ça peut les amener à en vouloir plus et à aller affronter les examens avec sérénité, avec des visions, des projections dans le futur. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait revenir, qu'est-ce que pour toi, quels sont les indispensables pour toi? Alors, quand c'est j'aurais voulu dire le seul conseil que je donne, mais après, tout est lié, c'est intriqué, mais c'est savoir compter sur soi-même pour entrer. Et quand on se prépare mentalement, on n'est jamais suffisamment préparé, et puis on a des revers. Donc c'est de se dire, en fait, si ton objectif de retour est louable et mûri, parce que souvent c'est pas mûri, et même quand c'est mûri, c'est pas suffisamment mûri,
c'est de se dire que en fait tu ne peux que t'appuyer sur toi-même. Voilà. Personne ne se réalise par lui-même, c'est vrai. Tu t'appuies toujours sur quelqu'un pour te réaliser, mais il faut d'abord être sûr que tu peux toucher le fond et te relever. Et ça, c'est quand même très important. Pour le reste, rien n'est facile. Il faut avoir la capacité d'écoute, de remise en cause, de remise en question, pas sur son ambition ou sur sa vision, mais sur sa façon de déployer son projet de retour. Voilà. C'est peut-être ça qui est le plus important. Mais il y a aussi des déceptions en termes d'amitié, surtout sur des personnes sur qui tu comptais et que finalement, en fait, ils ne répondent plus. Ils sont, ils sont absents au rendez-vous pendant qu'ils vous ont motivé à peut-être rentrer en vous promettant de l'aide ou en tout cas, l'aide n'est pas forcément financière, mais te disant, mais on va faire ci ensemble, tu peux t'appuyer sur ça et tout. Et puis finalement, en fait, quand tu rentres, en fait, t'as rien sur qui t'appuyer. Pour ceux qui ont de la famille avec qui il y a des bons liens, je les exhorte à consolider cela parce que je me dis que le tout, c'est d'avoir un socle, et le meilleur des socles, le plus souvent, c'est familial. Après, il y a des tragédies dans certaines familles, je rentre pas dedans, c'est dommage, mais le meilleur des socles, c'est la famille, et c'est peut-être ça qui peut t'aider à te relever. Voilà. De tous les gens que j'ai enregistrés, quand je demande Mhm. quels sont pour vous les préalables pour rentrer, pour quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui a envie de rentrer, quels sont pour vous les indispensables? Personne ne Mhm. m'a dit, assure-toi d'avoir d'abord la nationalité du pays où tu es installé avant de revenir. Ouais. C'est vrai, j'ai pas abordé cela peut-être parce que la discussion ne nous a pas amené Mhm. euh, à ça, mais c'est peut-être un avantage, oui, j'avoue, ça peut être un avantage. Mais en ce qui me concerne, en fait, je me suis bourré là-dessus. Je me dis toujours que s'assurer d'avoir la nationalité avant de rentrer, c'est intéressant, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut être et tu peux avoir le choix du retour si ça ne marche pas. Mais en vérité, pour moi, hein, ça te met toujours dans cette posture d'hésitation souvent, parce que en vérité, il faut croire jusqu'au bout en fait. Et croire jusqu'au bout, ça se dit, j'ai le choix de repartir, mais et si j'ai pas le choix de repartir, en fait, il faut que ça marche en fait. Et, euh, et quand tu as peut-être la nation en se disant, au premier obstacle, tu baisses les bras, peut-être que tu vas retourner. Fait chacun son parcours de vie, c'est vrai, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas le primordial. Le primordial, c'est déjà de croire en soi et de se dire que l'on peut toucher le fond et se relever en restant focus sur son objectif. Peut-être que ça a aidé beaucoup d'aller et de revenir. En ce qui me concerne, le aller-revenir était quand même, c'est parce qu'il y avait cette possibilité d'aller et de revenir qui a fait que peut-être l'aller a été très difficile. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui du Burkina et du peuple burkinabé? C'est une grosse question, hein. Et quand je dis une grosse question, c'est pas parce que j'hésite et que je ne suis pas fier du pays. Enfin, je sais qu'il faut donner de la considération au pays qui t'a vu naître. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, la fierté, c'est de se dire que on a toujours des gens. Ce qui rend fier, c'est que au quotidien, nous avons des personnes qui en veulent, qui ont envie de changement, qui ont envie de mieux faire, qui savent qu'il y a des barrières, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et de plus en plus, on a l'éveil de conscience de cette jeunesse, en fait, qui constitue petit à petit pour créer une émulation, on va dire, de changement, d'idées déjà et de changement. Et ça, c'est une fierté. C'est une fierté de se sentir, d'appartenir à un peuple qui en a envie, même si, bien évidemment, on peut égrener un certain nombre de vices et de fléaux.
mais au quotidien, on les rencontre tous les jours et on se dit ouais, ça c'est quelque chose, ça rend fier d'appartenir à ce peuple-là. Je parle même pas de des braves dames qui se lèvent le matin et qui nettoient les rues et qui après s'occupent de leurs enfants en se disant ben on aimerait qu'ils puissent un jour faire en sorte que nous soyons plus des balayeuses ou que ce soit mécanisé. Ouais, on va dire, c'est la qualité de la chaleur humaine, en fait, qui te rend fier de ce pays. Il y a de très bonnes personnes et que ça rend fier d'appartenir à ce peuple. C'est ça ma fierté, d'appartenir à ce peuple. Si demain, on devait parler de toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne finalement de toi, comme étant l'essence de ton passage? J'aimerais, si demain, en fait, on doit parler de moi et que de ce gros passage sur Terre, on va dire, euh, c'est d'avoir été peut-être juste sur beaucoup de plans, d'être équitable, c'est tout. Le reste, en fait, les gens auront des appréciations variées et diverses. Hein. Sincèrement, je ne crois pas avoir réalisé grand-chose pour qu'on parle de ça, mais le plus important, c'est de se dire est-ce que tu as été utile à ta société d'une certaine façon. Et être utile à sa société d'une certaine façon, société, c'est peut-être un trop gros mot, à sa communauté ou à son environnement. Hein. Ça peut être juste dans l'esprit micro et familial, hein, ou amical simplement. De toute façon, mon père disait souvent, on ne peut pas vivre en autarcie, en fait. On ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas, on ne doit pas se marginaliser tout le temps. On ne doit pas voir, on ne doit pas se dire l'enfer c'est les autres tout le temps. Il faut souvent se remettre en perpétuelle réflexion. Il faut se remettre en cause perpétuellement pour pouvoir apporter aux autres. Et pour moi, en fait, vivre et amasser de l'argent, enfin, c'est pas forcément de l'argent, mais vivre juste pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à me retrouver, parce qu'il y a des professions où, on va dire, sont des professions, c'est axé sur le libéral, c'est vrai, comme praticien privé dans une clinique et autres, ou avocat ou autre chose, hein, ou notaire, ce sont des professions, c'est assez libéral, mais c'est concentré sur eux-mêmes, en fait. Et moi, quand j'ai fini ma chirurgie dentaire, j'aurais pu directement aller travailler dans un cabinet ou me mettre à mon compte. Enfin, je n'avais peut-être pas les moyens à l'époque, mais me mettre à mon compte. Et j'ai pas voulu de ça. J'ai voulu d'abord avoir une autre vision, une vision plus large. Ce qui m'a amené d'ailleurs à ce que je disais au début, à m'engager un peu dans les associations, à travailler aussi dans une ONG qui avait pour vocation d'apporter un plus, on va dire, à ces pays en voie de développement, en pleine structuration dans leur système sanitaire et dans la mise en place de leur politique de santé. Donc oui, se renfermer sur soi, pour moi, c'est quand même quelque chose de difficile. Bien qu'ayant beaucoup d'amis, je reste aussi un peu aussi le plus extraverti et le plus peut-être solitaire aussi parce que j'intériorise aussi certaines choses. Je parle peu de moi et j'aime apporter plus aux autres. Voilà. Ok, super. Si tu avais un mot de la fin. Je te remercie, toi, déjà, de cette initiative, de prendre des avis un peu partagés de ces retours, hein, à la source, au pays ou à la source, je sais pas, à la base. C'est peut-être, souvent quand on rentre, on a peu de cadre d'expression, en fait, de nos ressentis, hein. Il y a beaucoup qui affrontent des échecs et qui ne le disent pas et qui n'arrivent pas à l'extérioriser, à l'exprimer avec des personnes qui ont le même ressenti ou qui ont vécu la même chose. Peut-être que ça existe, mais j'en connais pas beaucoup. Ça permet aussi de se forger. Comme quand tu m'as parlé de l'émission, moi, j'ai les questions, ça m'intéressait pas plus, mais oui, c'était le plaisir aussi de rediscuter avec toi. Et si j'ai un mot de la fin, c'est que il faudrait, quand on a des choix, il faudrait peut-être les assumer. Moi, j'ai
j'ai manqué beaucoup de cela à certains moments de mon parcours, de mon petit parcours de vie. Aujourd'hui, j'essaie d'assumer un tout petit peu mes choix. Et quand je suis dans l'erreur, ben, il faut arriver à le détecter très tôt et puis à changer de direction. Mais rester focus sur son objectif. Et ça, c'est quand même très important quand on a cette volonté de retour, cette ambition de revenir apporter un peu plus à sa communauté, puisque ben, le plus souvent, on est parti pour des études le plus souvent, ou pour l'aventure, mais avec pour ambition de retourner et apporter plus, ou se réaliser simplement. Après, chacun a son parcours de vie, mais je crois que quand on apporte plus à sa communauté, on s'épanouit. Et au mot de la fin, ben, merci à toi pour... Bah, super. Merci beaucoup. J'ai adoré ce partage-là, même si on reste toujours dans la complexité d'esprit, mais ça, on va dire, c'est un caractère, hein. Que ça soit toi ou moi, on peut pas exprimer une idée simple. Parce que dans l'idée simple, on se trouve obligé de dire, ouais, mais ça, au fait, il faut vous regarder sous cet angle-là aussi. Ouais, c'est vrai, c'est la complexité de nous. Ouais, c'est d'esprit, c'est vrai. Après, pourtant, c'est limpide dans ma tête, hein, mais c'est comme à le ressortir. Tout ce qui se pense bien s'énonce clairement, c'est vrai, mais il y a toujours, il faut pousser la réflexion, il faut gratter encore, il faut regarder sur tous les angles pour voir comment on peut appréhender certaines situations. Et après, je peux même ne pas être compris par mon environnement. Ni par toi-même, je suppose. En tout cas, merci. C'est la communauté du vin cher. Nous voici à la fin de cet épisode de Kisige avec Yamboulia. Merci de l'avoir écouté. Si vous avez eu l'impression que je parle fort dans cet épisode, c'est juste que je suis enrhumée et ne m'entends pas parler. Je suis désolée de la gêne que cela aurait pu causer. Cet épisode vous a plu, merci de le commenter sur Facebook ou Instagram et de le partager. Si vous avez des questions sur le parcours de Yamboulia, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez prendre contact avec moi sur Instagram ou sur Facebook. Vous trouverez en commentaire le lien vers la page Facebook du cabinet dentaire de Yamboulia si vous voulez le contacter directement. Chaque expérience peut être utile à une personne qui écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.